Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Accès Direct. Nous sommes le jeudi 13 février 2020, c'est l'heure de votre émission quotidienne. Au programme ce soir, Jean-François Joie et Philippe Yolka viendront nous parler du droit de la montagne à travers leur livre commun et le master qu'ils dirigent. Thomas Tagliabue sera peut-être le prochain champion de France de pizza. Rencontre avec ce pizzaiolo au Savoyard. Et les créateurs de Satin Doll Sisters seront avec nous pour nous présenter leur spectacle musical sur le thème de la Seconde Guerre mondiale. Mais avant d'accueillir mes premiers invités, c'est Sébastien pour les titres du journal. Salut Sébastien, tu vas bien ? Ça va très bien. Alors, pour ce journal, on va forcément parler du président de la République qui était en visite à Chamonix aujourd'hui. Emmanuel Macron, 11 mois après une visite sur le plateau des Glières, était en Savoie ce jeudi. Il en a profité pour visiter notamment la mer de Glace. Il s'est adressé à tous les élus, notamment il a présidé l'Office français de la biodiversité. On verra un reportage complet de nos envoyés spéciaux de Choc, Emmanuel Jaude et Fanette de Buisson. Et puis, série de la semaine, l'auberge Montmain, restaurant fraîchement étoilé. Oui, troisième. On l'avait d'ailleurs reçu en Skype sur le journal. Le jour de son étoile. Voilà, troisième épisode de notre série avec donc cette jolie visite, ce joli portrait signé Jean-Paul Crespi. Donc tu l'as dit, à l'auberge de Montmain, qui a donc eu sa première étoile au guide Michelin. Merci beaucoup Sébastien. Merci bien. J'accueille à présent mes deux premiers invités, Jean-François Joie et Philippe Yolka. Bonjour, je vous laisse vous installer sur ce canapé. Philippe, vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Grenoble, et Jean-François, vous êtes directeur du centre de recherche en droit à l'université Savoie-Mont-Blanc. Voilà pour vos présentations. Bonsoir. Ce soir, vous venez nous parler, entre autres, de votre ouvrage intitulé « Les remontées mécaniques et le droit ». Est-ce que vous pouvez nous présenter ce livre que vous avez d'ailleurs apporté ? Nous l'avons amené d'ailleurs pour le montrer. Alors, présentez-le nous, ce livre. Alors, cet ouvrage est le fruit d'une recherche académique, mais pas seulement académique, puisqu'elle a été menée en partenariat avec des professionnels, Domaine skiable de France, des acteurs de la justice, des avocats. Et donc c'était l'idée de faire, de rassembler le maximum d'informations, de savoir sur la problématique de remontée mécanique, qui était non traitée jusqu'à présent, et qui était un domaine éclaté entre de multiples métiers, multiples droits, multiples connaissances. Voilà. Nous étions aperçus en travaillant ponctuellement sur le sujet qu'il n'y avait pas de synthèse. Donc l'idée, ça a été d'en offrir un panorama assez complet en partant de l'histoire, jeu d'acteurs, les modes de gestion, la responsabilité, etc. Il en manquait une, du coup, de synthèse, à votre avis. Pourquoi est-ce que ça n'avait jamais été fait ? Moi, je dirais que parce que les différentes professions qui travaillent sur les remontées mécaniques travaillent un peu dans leur coin. Tout comme nous aussi, universitaires, on a l'habitude de travailler un peu, peut-être trop de notre côté. C'était l'idée de faire un travail qui permettait à chacun de porter un regard et au final d'avoir une globalité, une approche globale sur le sujet qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Vous avez évoqué le mot « histoire ». Quelle est l'histoire des remontées mécaniques ? L'histoire est assez lointaine, ça remonte à l'Antiquité. Les premiers modes de transport suspendus, ça remonte jusqu'à l'Antiquité. Il y a eu toute une problématique de transport de bois, de marchandises, etc. Et puis on en est venu à des usages plus touristiques. Et ceux-ci sont quand même sur l'assez longue durée. On a par exemple découvert que le régime de Vichy avait beaucoup légiféré sur les remontées mécaniques, s'ils ne tombaient pas sous le sens a priori. Donc il y a un historique sur l'assez long terme. Quel est l'objectif finalement de ce livre ? Alors, apporter une vraie expertise pour les praticiens, à la fois les agents des territoires de montagne, les élus aussi, et puis bien sûr toutes les professions juridiques, notamment les avocats, les magistrats, apporter une somme de connaissances utiles pour pouvoir développer les stations du mieux possible et peut-être aussi envisager la transition des stations vers l'avenir. Alors vous avez donc écrit un livre ensemble, mais comme vous ne vous quittez plus, vous animez aussi une formation de Master 2, droit de la montagne. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu ? Alors, en effet, nous travaillons ensemble depuis assez longtemps. Ce master a été créé sous sa première forme en 1985, lorsque la première loi montagne a été publiée en France. Et à l'époque, nos prédécesseurs avaient considéré qu'il y avait matière à une formation pour accompagner les territoires de montagne, puisque un droit de la montagne était créé. Il fallait une formation pour l'enseigner. C'est ce qui a été fait.
Et depuis, nous continuons sur la lancée. Une autre loi montagne est sortie, etc. Ça s'appelle Master, ça s'appelait DESS en 1985. Mais c'est toujours la même histoire qui s'écrit. Qu'est-ce que vos élèves y apprennent? Ils y appellent un métier. Lequel? Alors en fait, derrière le mot métier, en fait, il y a une diversité de métiers. On leur apprend, on leur donne un maximum d'éléments pour qu'ils puissent être opérationnels au service du développement territorial et si possible le développement durable des territoires de montagne. Donc on leur apprend à raisonner en droit, mais également ils ont une approche un peu de la sociologie, un peu d'histoire aussi. Et il faut en faire des agents polyvalents des territoires de montagne essentiellement. Cette approche complète, sociologie, histoire, elle est nécessaire? On n'apprenait pas comme ça à la montagne avant. Alors, en droit, et spécialement en droit en montagne, il faut connaître et comprendre le dessous des cartes, parce que si vous ne connaissez que les règles applicables, vous n'allez pas très loin. Donc l'idée, c'est de donner une épaisseur dans la compréhension des territoires de montagne pour justement appliquer la règle de droit en bonne connaissance de cause, et ce n'est pas uniquement en ouvrant des codes et des textes de loi qu'on a cette compréhension-là. Donc on ne peut pas faire que du droit. Un de nos lointains collègues disait « celui qui ne sait que le droit ne sait rien du droit », et je crois que c'est particulièrement exact en montagne. C'est pour ça que la formation dépasse simplement les règles. Le développement durable s'est imposé dans le master. Il doit s'imposer aujourd'hui dans le milieu de la montagne. Ah oui, il doit s'imposer, mais il s'impose aussi à nous. Sous quelle forme? Nous, alors, le parcours des étudiants est rédigé de telle manière qu'ils suivent des enseignements qui leur permettent d'appréhender les grands objectifs de développement durable. Donc on leur apprend à réfléchir à l'application de la règle de droit, au respect de la règle de droit, notamment, mais pas que. Et on a des modules, on met en place des modules pour essayer d'imaginer la station de demain. Alors justement, en parlant de ces modules, donc c'est donc des sortes d'ateliers pratiques, je ne me trompe pas si je parle d'ateliers pratiques. Certains de vos élèves se sont notamment penchés sur l'aménagement de la station de tourisme idéale. Est-ce que vous pouvez nous donner des clés? À quoi est-ce qu'elle ressemble, cette station de tourisme idéale? Alors, oui, il y a quelques ateliers, notamment on a organisé cette année un atelier avec la FACIM, qui est une fondation importante qui s'occupe du patrimoine sur les territoires de montagne, mais l'idée c'était de leur donner la capacité de décrire la station idéale avec les ingrédients de cette station idéale. Une station qui pollue moins, qui génère moins de gaz à effet de serre, donc comment acheminer les touristes dans la station sans générer trop de pollution. Une fois sur place, comment trouver des activités récréatives, notamment qui intéressent tous les types de clientèle. Et comment se loger dans les conditions, notamment des conditions qui ne consomment pas trop de foncier. Voilà quelques exemples d'ingrédients qu'on peut trouver, qu'on devrait trouver. Et les stations savoyardes et haut-savoyardes, elles se rapprochent un petit peu? Est-ce qu'il y en a qui arrivent à se rapprocher un petit peu de cette station idéale, qui pollue beaucoup moins? On y vient doucement. C'est une problématique qui est très compliquée parce qu'une part importante du bilan carbone échappe aux stations. Ce sont les flux touristiques avant l'arrivée et après le départ. Donc ça, les stations n'ont pas la main là-dessus et c'est assez compliqué à régler comme problème. Mais il y a des efforts qui sont faits. Par exemple, assez récemment, Domaine skiable de France a annoncé des initiatives sur les dameuses nouvelle génération pour réfléchir à une amélioration du bilan carbone. Donc c'est ce genre de réflexion, mais c'est aussi la Smart Station ou Smart Ski Resort pour avoir une station connectée, intelligente. Et d'ailleurs, les sujets se recoupent, puisqu'aujourd'hui, on a des dameuses qui sont pilotées avec GPS, etc., pour avoir une façon de travailler vraiment rationnelle. Donc il y a des réflexions très riches sur la station idéale. C'est compliqué, mais c'est notre souci de préparer les étudiants à ce genre de problématiques. Quels sont les débouchés pour ces étudiants quand ils sortent de votre master? Alors certains se retrouvent, la plupart se retrouvent sur les territoires de montagne. Ils peuvent être directeurs des services d'une commune ou d'une intercommunalité. Il y en a qui sont aussi dans les services de remontée mécanique ou ils vont gérer aussi le service des pistes, par exemple. D'autres sont dans le tissu associatif, notamment chargés de mission environnement.
Et puis, on a aussi toute une génération d'étudiants qui cherchent à être dans les métiers du conseil juridique comme avocats et qui viennent chercher avec le master une couleur un peu particulière à leur CV. Et j'ajoute que le master grandit actuellement, il va basculer dans ce qu'on appelle l'alternance, c'est-à-dire qu'on va prendre des étudiants de haut niveau, donc Bac plus 5, et qui vont être aussi des apprentis, qui vont être sous contrat dans les collectivités, de manière à avoir un rythme d'études à la fois en structure, dans l'entreprise et à l'université. Merci beaucoup. Vous voulez rajouter quelque chose? À partir de l'an prochain, on aura à la fois ce système d'alternance et le système classique en présence, donc les étudiants pourront choisir leur C'est une vraie rythme. force pour eux, effectivement. Merci beaucoup à tous les deux. On passe à notre Merci. revue de presse. Alors pour le coup, restez avec moi. On va quitter l'univers de la montagne pour le lac. Et je vais vous parler d'une affaire lacustre relayée dans plusieurs médias, dont Ouest France. Un père et son fils sont soupçonnés d'avoir pillé le lac d'Aiguebelette pendant plusieurs années. Alors, qu'est-ce qu'ils ont pu piller dans ce lac? Vous avez envie de me poser cette question et j'en suis sûre. Alors je vous réponds. Près de 3000 objets antiques, des flèches, des haches ou encore des statuettes qui datent de l'âge de bronze. Alors l'âge de bronze, pour resituer, c'est quand même entre le 4e et le 2e millénaire avant notre ère. On peut donc parler d'un véritable trésor. Alors selon Ouest France, l'histoire commence en mai 2019. Des gardes en poste autour du lac, classé réserve naturelle régionale, repèrent 2 hommes détecteurs de métaux en main. Les gardes effectuent alors un signalement au parquet de Chambéry qui ouvre une enquête dans la foulée. Quelques mois plus tard, les gendarmes interpellent ces 2 hommes. Les militaires saisissent les objets antiques qu'ils retrouvent à leur domicile. L'enquête, elle, n'a pas permis d'établir de trafic. Apparemment, ils ne revendaient pas donc, ces objets, mais étaient conscients quand même de la valeur qu'ils représentaient. Fin de l'histoire donc pour le moment. Ça vous fait réagir? C'est quand même une histoire atypique, mais vous connaissiez le lac d'Aiguebelette sous d'autres formes encore. J'ai un petit peu travaillé dessus sur la protection du patrimoine naturel, puisqu'il y a eu des procès concernant des atteintes à la réserve liées au championnat du monde d'aviron. Donc c'est un lac qui a une certaine histoire juridiquement parlant, mais ça me faisait aussi penser à un film avec Bakri, avec les chevaliers tireurs du lac de Paladru. Là, ça seront peut-être les chevaliers pilleurs du lac d'Aiguebelette, mais on n'est pas très loin. Une réaction? Je connais bien le lieu, je trouve que c'est un endroit merveilleux. Vous vous doutiez qu'il y avait ça au fond du lac? Non, et j'espère que les collections vont pouvoir être réutilisées et utilisées et montrées au public désormais, et ne pas rester sous l'eau, sous l'eau, en tout cas celles qui ont été sorties de l'eau, elles vont pouvoir réintégrer les musées. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté merci notre invitation. Je vous laisse rejoindre la régie. Merci. C'est l'heure de passer à table, ou presque, avec Thomas Tagliabue. Bonjour. Vous êtes pizzaiolo à Thônes et vous allez représenter la Haute-Savoie au prochain championnat de France de pizza au mois de mars. Les concours, vous en avez déjà fait, du championnat également de France. En 2016, vous étiez finaliste de ce même championnat. Rebelote cette année, le but c'est un cran au-dessus, d'aller un petit peu plus haut, un petit peu plus loin. Là, il n'y a qu'une seule belle place, c'est la première place, mais bon, elle est très difficilement atteignable, donc on va tout faire pour y arriver, quoi. Mais bon, ça représente beaucoup de travail, quoi. Alors, on l'a appris un peu plus tôt dans la journée, il y a un nouveau concurrent vient de se qualifier, et lui aussi vient de Haute-Savoie, vous le saviez? Je ne sais pas qui c'est, mais... Alors, en tout cas, il vient de Haute-Savoie, de Cran, plus précisément. C'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle maintenant d'être 2 Haut-Savoyards? Non, il y a plein de bonnes pizzerias en Haute-Savoie, hein. Il y avait, l'année dernière, il y a Alain Michel, donc, qui était à Rumi, qui a fait 2e, qui a un très bon pizzaiolo. Donc c'est plutôt une bonne chose qu'il y ait des bonnes pizzerias en Haute-Savoie, parce qu'il y a une certaine émulation. Puis c'est toujours bien d'aller voir un peu ce que font les concurrents. Comme ça, on peut comparer, puis prendre un peu des idées, pas piquer les idées, mais s'inspirer, quoi. S'en inspirer. Sur les 400 candidats, seulement 150, dont vous, donc, ont été sélectionnés. Vous allez être mangé à quelle sauce? On ne sait pas trop. En fait, on sait ce qu'on doit faire, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on doit faire pour être au mieux. En fait. C'est-à-dire qu'on connaît les critères du championnat, c'est-à-dire qu'il faut que vraiment qu'on fasse une bonne pâte bien croustillante, aérée, qui se tienne. Il faut qu'on ait une recette originale, mais qui raconte quand même une histoire. C'est-à-dire qu'on ait des bonnes sensations dessus, mais après, ça reste vraiment à l'appréciation du jury.
Et puis aussi, ça dépend aussi de comment on est ce jour-là. C'est-à-dire que ma première participation au championnat de France, je m'en souviens, j'étais très 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 stressé et j'ai fait une des pires pizzas de ma vie, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas réussi à la faire ronde, j'ai pas réussi à la faire cuire, j'étais tellement stressé par l'événement que je suis passé à côté, quoi. Alors, dans le concours cette année, il y a une nouveauté, l'épreuve de la pizza napolitaine. Alors, il faut savoir que la pizza napolitaine est entrée en 2018 au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Vous craignez cette épreuve? Non, pas du tout. La pizza napolitaine, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser, quoi. Moi, je ne la présenterai pas parce que en fait, ça se fait au four à bois et moi, je travaille sur four électrique. Mais c'est quelque chose que je saurais faire, mais que je ne vais pas présenter parce que je n'ai pas l'occasion de m'entraîner, en fait. Mais c'est une très bonne chose, quoi, c'est comme un peu nos AOP ou nos appellations d'origine contrôlée en France, quoi. C'est-à-dire que les Italiens font de la pizza à Naples d'une certaine façon, qui est l'origine de la pizza, en fait. Et ils ont réussi à conserver cette spécialité tradition garantie, quoi. Et c'est une très bonne chose, moi, je trouve. Pourquoi vous travaillez au four électrique? Alors, moi, je travaille au four électrique parce qu'en four électrique, on peut faire plusieurs sortes de pizzas qu'on ne peut pas forcément faire au four à bois. C'est-à-dire qu'au four à bois, on fait des pizzas classiques, Traditionnelles. rondes. Voilà, exactement, la pizza napolitaine, justement, donc qui est obligatoirement faite au four à bois. Sinon, on n'a pas le STG. L'appellation. Exactement. Mais par contre, au four électrique, on peut faire plus de... par exemple, on peut faire ce genre de pizza, une pizza al taglio, comme on dit, en plaques, en fait, qui sont des grandes pizzas bien plus hydratées, avec une pâte un peu plus épaisse, mais plus alvéolée, plus riche. Et moi, c'est la pizza que je préfère faire. Donc, j'en fais pas souvent, c'est celle qui se rapproche un peu de la focaccia, quoi. Mais moi, c'est pour ça que je travaille à l'électrique, c'est que j'ai envie de pouvoir faire des pizzas classiques, mais aussi des pizzas al taglio ou d'autres plats encore que je ne peux pas forcément faire avec un four à bois. Quand vous dites grande pizza, vous allez jusqu'où? Ah bah, Faites-moi rêver. Ah bah, il n'y a pas de limite. À la limite, c'est le four, hein. C'est-à-dire qu'on peut faire des pizzas de 60 par 40 dans des grandes plaques. Mais après, on peut faire des pizzas au mètre. On peut faire des pizzas. Vraiment, la seule limite, c'est l'imagination, hein. Parce que je crois que l'année dernière, il y a les Italiens qui ont battu un record, qui ont fait une pizza de 16 km. Bon, après, je ne sais pas s'ils l'ont mangé, mais voilà, la limite, c'est l'imagination. Quelle est votre pizza préférée? J'ai envie de savoir. La mienne? Oui. Celle que vous préférez faire, bien sûr, et puis manger, évidemment. Alors, c'est deux différentes. C'est-à-dire, celle que je préfère faire, moi, c'est la pizza à ravis. C'est celle que je fais au restaurant au Reblochon. Parce que c'est, comme je suis de Thônes, que le produit phare, c'est le reblochon. Et ben, c'est celle que j'aime le plus faire, c'est-à-dire de la crème, du reblochon, des lardons et des oignons, un peu comme une tartiflette sur une pizza. C'est celle qui me parle le plus. Et après, moi, quand je me fais une pizza, très honnêtement, j'en mange tout le temps des pizzas. J'en mange à peu près 3 à 5 par semaine. Donc, je me fais rarement 2 fois la même. J'essaye beaucoup de choses et puis j'essaie de trouver aussi la combinaison qui marchera le mieux pour un concours, c'est-à-dire quelle base je vais mettre, quel ingrédient va bien avec cette base, est-ce que ça va bien sur une pizza, parce que des fois on a des bonnes idées, et puis quand on les met dans le four, ça ne marche plus du tout, et on est là, on oublie, on passe à autre chose et on essaye, quoi. Donc moi, ma pizza, celle que je me fais moi, vraiment, ça dépend vraiment de ce que j'ai envie d'essayer sur une pizza, en fait. Vous êtes tombé dans l'univers de la pizza depuis tout petit ou pas? Alors en fait, depuis tout petit, je mange énormément de pizza, surtout, c'est surtout ça. Mais j'étais pas destiné à être pizzaiolo parce que, en fait, moi j'ai fait des études de sciences politiques à Toulouse. En même temps, je faisais un sport-études de rugby, donc moi j'étais plus, je voulais être diplomate en fait. Et l'idée de me retrouver derrière un bureau m'angoissait énormément parce que j'étais un peu hyperactif. Donc du coup, je suis allé dans le milieu du théâtre. Donc rien à voir avec la pizza. Et à un moment donné, il a bien fallu trouver un vrai travail, quoi, parce que à force Pour en vivre? En vivre, voilà. Et en fait, je suis allé me former dans une école à Paris qui s'appelle l'École française de pizzaiolo. Et là, je suis tombé vraiment sur des gens qui m'ont appris le goût du travail bien fait. C'est vraiment une bonne pizza, c'est très simple à faire, vraiment, c'est pas compliqué. Mais quand on veut bien la faire, eh ben, il faut y mettre du cœur, quoi. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? C'est quoi un bon pizzaiolo? Alors, un bon pizzaiolo, c'est quelqu'un qui passe du temps. Vraiment, c'est le maître mot, c'est le temps, parce qu'il faut du temps pour que la pâte se fasse, du temps pour la fermentation.
Mais il faut aussi beaucoup de temps pour faire toutes les préparations, toute la sauce tomate. Quand on veut faire un produit de qualité, ça demande énormément de temps. Et moi, je me rends compte parce que je suis au restaurant de 6 heures du matin jusqu'à des fois 1 heure du matin. Donc, Vous vivez dans votre restaurant? pratiquement. Donc, j'y passe énormément de temps. Mais des fois, je suis quand même très, très fier de ce que j'arrive à sortir. Donc, un bon pizzaiolo, il y passe du temps. Alors justement, les pizzas que vous cuisinez, on a pu voir quelques photos, elles sont superbes, elles sont très très esthétiques. Le goût passe aussi par la vue? Bien sûr, le goût, c'est le premier dessin. Enfin, on voit d'abord la pizza, mais on la mange surtout. Et moi, une pizza qui est très belle, mais qui est infecte, ça ne m'intéresse pas. Moi, la qualité numéro 1 de la pizza, c'est le goût, c'est le goût. Après, moi, en concours, on essaye de mettre ce goût en rapport avec on essaie comment dire, de rendre le goût esthétique. C'est-à-dire que on a pu voir une des pizzas que j'ai faites. À un moment donné, le fromage, je l'avais transformé, je l'avais réduit en petites chantilly et ça rendait beaucoup mieux que si j'avais mis du fromage comme ça. Pareil, quand je fais une petite, au lieu de mettre une pomme de terre, j'essaie de faire une chips et de lui donner une forme de feuille. Enfin, on essaye de vraiment mettre l'esthétisme au service du goût. Mais le goût, c'est la priorité numéro 1. Vous pouvez nous donner l'adresse de votre restaurant pour qu'on vienne déguster Bien sûr. vos superbes pizzas? Alors moi, je suis au 12 rue des Portiques à Thônes. Et donc, moi, les pizzas que je fais, la pizza que je présente en concours, c'est la même pâte que celle que je fais au restaurant. C'est-à-dire que c'est pas une pâte spéciale que je vais présenter, c'est la pâte de mon restaurant que je soumets au jury en fait. Et c'est pour ça que je suis très très fier de ça. C'est-à-dire que l'année dernière, je fais 66e au championnat du monde avec une pizza que j'avais mis à la carte. Donc ça, c'était vraiment une très grande fierté. Alors préparez-vous, puisque ce soir, on est une tablée de 13, 8 Mont Blanc à peu près chez vous. Et on va faire chauffer les fours. Merci beaucoup en tout cas. Je vous laisse aller Mais préparer merci à tout vous. ça. Merci. Merci. On passe au choix de la rédac avec les créateurs du spectacle musical Satin Doll Sisters. Je vous en prie, vous êtes magnifiques tous les deux. Merci. Superbe, je vous laisse vous installer. Lorraine Chardon et Nicolas Grenier, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la trame de ce spectacle musical? On s'en doute déjà, hein, en vous voyant. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, c'est un spectacle musical sur fond de Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est l'histoire de Victory Carter qui reçoit une médaille à titre posthume pour sa maman, voilà, qui a œuvré au front dans le corps des WASP, donc ça veut dire Woman Air Force Service Pilot, voilà, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et elle raconte un peu l'histoire de sa mère et de son père qui se sont rencontrés. Histoire de famille? Et qui se sont engagés. Oui, une histoire de famille, une histoire à la Titanic un peu. Voilà, c'est basé sur des faits réels et romancé. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce thème de la Seconde Guerre mondiale? Alors moi, je suis passionnée de Seconde Guerre mondiale depuis quand même pas mal de temps. C'est à peu près la seule période qui m'intéressait pendant mes cours d'histoire. Voilà, j'avais une maman qui regardait beaucoup les vieux films de la Seconde Guerre, donc je les ai tous vus. C'est la première chose que je vais voir au cinéma. Et j'écoute beaucoup les musiques d'époque, voilà, en close harmonie, les Angel Sisters, tout ça depuis quand même quelques années. Donc pour moi, c'était une évidence. Et puis l'année dernière, c'était les 75 ans du débarquement. Et cette année, c'est les 75 ans de la libération du 8 mai 45. Ouais. Donc voilà, c'était là. Ça tombe bien, ouais. Finalement, pour vous, cette année, cette date? Oui, tout à fait. Ben oui, puis il y a des choses qui se font comme ça, et pour moi, il n'y a pas de hasard. Alors, d'habitude, les événements de la Seconde Guerre mondiale sont représentés dans des films de façon très réaliste, donc de façon très noire, puisqu'on connaît les événements tragiques de cette guerre. Mais dans votre spectacle, on rit, on pleure, on a envie de chanter avec vous, on a envie de danser. Comment est-ce que vous avez fait pour transformer, d'une certaine manière, cet univers? Alors, on ne l'a pas vraiment transformé. Le montrer différemment. Voilà, il y a aussi des bons moments. Justement dans des moments de rapprochement, des moments, voilà, on ne l'a pas vraiment transformé, mais effectivement on y apporte du glamour, du swing avec les musiques d'époque, et puis une histoire d'amour quand même au sein de cette guerre. Il y en a eu quand même quelques-unes, voilà, avec un petit peu de paillettes, un petit peu de magie, un fond de réel. Donc c'est vrai qu'il y a quand même
il y a des images tristes parce que mon mari est graphiste et du coup il a récupéré des images libres de droit d'époque et qu'on diffuse aussi derrière nous en fonction sur certains tableaux, etc. Voilà, et du coup il y a vraiment cette part d'histoire qui là est un peu plus sombre, qu'on n'a pas pu embellir de toute façon. Et puis nous on apporte la couleur, le rire dans le reste, dans la musique, dans le chant. Alors le show dure 2 heures, il est constitué de 5 chanteuses, 7 musiciens, une comédienne, 4 techniciens et pas moins de 15 costumes et des décors de guerre. Nicolas, c'est une super production. Oui, c'est une super production qu'on essaye de monter à deux avec le concours de tous les gens qu'on a réussi à embarquer dedans. Donc ça fait une super équipe à la sortie. Mais oui, on y met toute notre énergie et tout notre temps parce qu'on veut vraiment faire partager ce moment d'histoire qui est un peu méconnu. Et voilà, c'est pour ça qu'on essaye de faire un spectacle assez complet en mêlant à la fois... dans la vie des gens, ils avaient besoin aussi de rire. Enfin, c'était la guerre, mais il y avait... dans la culture américaine, il y avait beaucoup de production, de choses drôles, de la musique, des choses comme ça pour soutenir l'effort de guerre des gens qui étaient sur le front ou qui participaient à l'effort de guerre. Et les gens avaient besoin d'un côté joie, vie, enfin la vie continuait malgré tout. Donc on a essayé de représenter tout ça et voilà. Depuis combien de temps vous œuvrez à la construction de ce spectacle ? Alors ça a bien pris un an. On sent votre soupir. C'est de l'écriture à la réalisation, c'est tout. Moi je me suis concentré sur toute la partie visuelle principalement et puis sur scène une partie des décors, donc on l'aperçoit en partie à l'écran. On a construit un avion qui représente un bombardier américain d'époque, donc voilà, qui fait une bonne partie du décor. Il fait 8 mètres par 2 mètres 50, donc il prend une bonne partie de la scène. Et il a mis 3 mois pour sortir de terre, dirons-nous, afin d'arriver dans le spectacle. Le réalisme, c'est important dans votre spectacle ? Oui, il y a beaucoup de puristes aussi, je sais, qui vont regarder, voilà, des gens qui vont venir voir le spectacle, des gens qui font des reconstitutions ancienne guerre, tout ça. Donc pour eux, plus c'est réaliste et mieux c'est. Pour nous aussi, même si on apporte des petites touches de joie par-ci par-là. Tout à l'heure, vous avez parlé de tous les membres, vous avez oublié les 2 danseurs. Ah oui, pardon. C'est pas grave, mais c'est les 2 personnages principaux, du coup, j'en parle aussi. Effectivement, c'est un spectacle très très complet. D'ailleurs, est-ce qu'il s'adresse à tous ? Oui, tout à fait. On a des profs d'histoire qui sont venus à notre première et qui nous ont dit après qu'ils allaient parler de cette part d'histoire en cours. Donc ça peut être très intéressant pour tous les enfants, les ados, etc. Puisqu'en plus de ça, la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même une grosse partie du programme scolaire. Et puis après, toute génération jusqu'aux plus anciens, finalement, qui sont venus à la première aussi et qui, du coup... nous ont conté leur histoire après le spectacle, sont venus nous parler pour nous dire « Ah, ça m'a rappelé ci, ça m'a rappelé ça », du coup... C'est émouvant. Oui. C'est un pari gagné. C'est ça. Oui, c'est un vrai partage qu'on a avec les gens qui viennent après, les anciens nous raconter ce qu'ils ont vécu eux, comment ça s'est passé, leur quotidien, et ça c'est un partage qui n'a pas de prix. On apprend tellement d'une époque qu'on n'a pas vécue et j'espère qu'on vivra jamais, et eux ils nous racontent des histoires extraordinaires. Ça, c'est vraiment des vrais moments de bonheur. Vous vendez également le CD du spectacle. 2 € par CD vendu sont reversés à 2 associations, Enfem et la FOSA. Oui. Ces associations aident les femmes de militaires et les enfants orphelins de l'armée française. C'était une évidence pour vous de faire ce geste ? C'est une sorte de continuité ? Oui, c'était lié au spectacle, hein, puisqu'on parle de l'armée de l'air dans le spectacle, voilà. Et puis, c'est quand même des femmes qui parlent des femmes. On met à l'honneur ces femmes de l'époque qui étaient complètement méconnues, qui le sont plus trop depuis quelques années, mais voilà. Et puis du coup, l'Enfem, c'est une association qui aide les femmes militaires, les femmes de militaires et les familles, les enfants, etc. Qui sont souvent dans l'ombre. Voilà, et puis qui ont besoin, parce que qu'on soit femme de militaire ou femme de militaire, c'est souvent lourd quand même dans la vie. Voilà. La prochaine date pour venir vous découvrir sur scène et vous applaudir, c'est le dimanche 1er mars à 17h au Centre des Congrès d'Aix-les-Bains. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Longue vie à la troupe aixoise des Satin Doll Sisters. Merci beaucoup. Restez avec nous dans quelques minutes. C'est le journal juste après une très très courte page de publicité.
Ce sont nos premiers interlocuteurs dans nos villes, villages et stations. Le maire reste l'élu préféré des Français au fil des années.